Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Face à Face. Alors c'est bien connu, le Belge a une brique dans le ventre, dit-on, alors que le salon Batibo accueille chaque année des milliers de visiteurs. La propriété reste un rêve de très nombreux candidats acquéreurs. Alors certains se lancent, parfois très jeunes, d'autres se tâtent mais ne signent jamais, l'assument ou le regrettent parfois pendant très longtemps. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'auteur de Devenir propriétaire en Belgique aux éditions La Boîte à Pandore. Bonjour Laurent De Grave. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'être venu. Vous êtes directeur d'un bureau de courtage en assurance, en placement et en crédit. Donc vous avez écrit ce guide très pratique que l'on peut lire presque de deux manières, j'ai envie de vous dire, soit de manière linéaire ou alors de façon un petit peu plus chapitrée en fonction des besoins qu'on a à un moment précis, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai voulu faire un livre qui explique vraiment toutes les démarches d'achat, donc de la réflexion jusqu'à finalement l'acquisition et même après être propriétaire, voir tout ce qui est comme obligation, quelles sont toutes les étapes, les différentes étapes. Et donc il a été construit vraiment dans la durée de la recherche à l'option, l'offre, le compromis. J'ai vraiment voulu tout détailler dans ce sens-là. Et puis il y a une deuxième partie qui est très interactive avec des tableaux, des espaces, des pointillés. C'est pas anecdotique, hein, ça fait une bonne partie du bouquin aussi qui permet vraiment de compléter ce guide pour soi selon les cas précis qu'on rencontre dans sa vie de tous les jours. Voilà, donc acheter une maison, c'est acheter son propre bien. Donc j'ai vraiment voulu que les gens, au travers de ce livre, aient un maximum d'informations, mais aussi écrivent leur propre histoire et leur propre livre, leur livre de leur achat, de leur acquisition, et donc puissent détailler dedans vraiment leurs envies, étape par étape, pour pouvoir construire leur avenir. Alors justement, on dit c'est le moment d'acheter, on entend ça partout, j'ai l'impression qu'on entend tout le temps cette phrase, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Alors est-ce que c'est vrai et pourquoi c'est le moment d'acheter alors maintenant? Alors j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que j'entends ça. Exactement. Comme tout le monde, acheter c'est quelque chose qui est important dans la vie parce que ça nous permet de construire un patrimoine, de préparer sa pension, parce que le jour où on sera pensionné, on n'aura peut-être plus les mêmes revenus. Donc acheter c'est nécessaire. Alors oui, c'est toujours le moment d'acheter, d'abord parce que l'inflation fait que les loyers, les prix augmentent, donc de toute façon, il faut être propriétaire un jour. Et c'est le moment aussi aujourd'hui parce que les taux sont très bas en prêt hypothécaire, ça on en parle beaucoup. Non, historiquement, pour le coup, hein. Ça fait aussi des années que j'entends ça, mais c'est chaque fois de plus en plus bas. Là, donc, ceci dit, c'est quand même concret, les chiffres sont là, on a combien? Allez, donnez-nous, puisque vous êtes courtier. On est à des taux aux alentours de 2-3%, effectivement. En taux fixe? En taux fixe également, oui, tout à fait. Là, pour le moment, il faut se lancer sur du taux fixe. C'est ce que je conseille plutôt, effectivement. C'est pas encore sûr? Ça veut dire que ça pourrait encore baisser? Non, ça je crois pas. Quand à un moment donné, mais pourquoi pas? Qui sait? Mais oui, conseil. Le conseil, vous savez, qu'on doit donner aux gens quand ils achètent un bien, entre la différence entre un taux fixe et un taux variable, c'est en fonction de l'écart qu'il y a entre les deux taux. Aujourd'hui, on a un écart qui est très faible entre un taux variable et un taux fixe, donc on va conseiller plutôt un taux fixe. Si on avait un écart de 2% entre un taux variable et un taux fixe, on irait plus vers du variable. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Quel est le pourcentage de Belges propriétaires? C'est énorme en Belgique, non? Par rapport en Belgique, aux ça autres représente quand même énormément. Oui, on parle de 60-80% de gens qui sont propriétaires. Oui, c'est colossal. Est-ce que ça s'explique aussi par le fait que jusqu'à il y a 20 ans, 20-30 ans, le prix des biens en Belgique, finalement, si on compare aux autres pays européens, était assez bas, non? Il y a eu une très très forte augmentation là sur. Je lisais des études qui parlaient de les prix ont été multipliés par 3 dans l'immobilier en 30 ans, c'est énorme. C'est énorme, oui, tout à fait. C'est vrai que ça augmente, mais ça va continuer à augmenter. Hein. On est quand même en Belgique dans un pays où les prix sont relativement bas par rapport à d'autres pays. Donc, si on parle de Bruxelles, c'est la capitale européenne, donc on a quand même des prix très bas par rapport aux autres pays européens. Si on compare Londres, Paris, on est tout à fait hors norme. Oui, même Madrid. Hein. Oui, même Madrid. Malgré que voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres pays qui sont plus faibles que nous. Hein. Pensons à la Grèce. Mais voilà, je pense que le prix est un facteur important, effectivement, dans l'achat. Mais c'est surtout vraiment une construction d'avenir et c'est vers ça qu'il faut aller. Ah oui, alors le prix, c'est important. C'est le moins qu'on puisse dire. On parle de taux historiquement bas, ça veut dire que par tranche de 25 000 euros, pour être très concret, aujourd'hui, en taux fixe 20 ans, on rembourse combien d'euros par mois? 470, plus ou moins, 470 euros par mois. Par tranche de 25 000 euros? Non, de 100 000 euros, pardon. De 100 000 euros. Là, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup. Par tranche de 100 000 euros. Je calcule toujours par tranche de 100 000, donc, dans ces budgets-là. OK. Est-ce qu'il y a un âge moyen, on va dire, pour le premier achat en Belgique? Moi, j'ai envie de dire qu'au plus tôt, c'est le mieux. Ouais.
au plus tôt c'est le mieux. Enfin, faut être installé aussi, il faut avoir des rentrées. Il faut être installé. Je dis dans le livre, il faut au minimum 2 ans de carrière professionnelle, au minimum, ce qui permet d'obtenir un crédit. Donc, mais au plus tôt, c'est le mieux. Bon, moi, j'ai parfois des gens de 25 ans qui viennent dans mon bureau qui veulent absolument acheter. Et on leur trouve des solutions. Par contre, j'ai parfois des gens de 40, 45 ans qui se réveillent en disant « Tiens, je voudrais devenir propriétaire ». Je dis pas que c'est trop tard, mais c'est vrai que c'est un peu 20 ans trop tard. Ils auraient dû le faire il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils seraient propriétaires et donc seraient libérés de la charge de crédit hypothécaire. Et puis, il y a l'effet de levier dont on parle souvent. Tout à fait, aussi, oui, tout à fait. Dit que voilà, si on commence tôt, après, c'est plus facile aussi, ne serait-ce que pour revendre, faire peut-être une belle plus-value et partir sur un autre bien après. Vous dites dans votre ouvrage, certains sont capables de devenir propriétaires et d'autres pas, peut-être jamais. Et ça, c'est pas forcément une question de moyens. Non, c'est aussi une question de connaissance. Je pense que les gens qui n'arrivent pas à devenir propriétaires, c'est par manque d'information. Ils se renseignent mal, par peur, simplement par peur. Ils sont installés dans une location et ils ont peur de faire les démarches pour passer le cap. La peur de l'inconnu, tout simplement. Je pense que c'est ça. Et donc, dans le livre, j'essaie de démystifier tout ça, justement pour donner aux gens la possibilité d'ouvrir la réflexion et de se dire, mais non, on ne doit pas avoir peur, allons-y. C'est compliqué quand même, hein, parce qu'on dit, OK, il faut se lancer tôt, en même temps, il ne faut pas se précipiter. Quand on visite des biens, un jour, quand on a l'impression de tomber sur le bon, il faut se décider vite, parce que si c'est une affaire, il ne va pas rester à vendre très longtemps. Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Les bonnes questions à se poser, la première chose, c'est de faire bien son plan financier. Je pense que acheter une maison, c'est comme une location, c'est un budget quotidien, c'est un budget mensuel, il y a une charge hypothécaire. Donc la première question, c'est vraiment de bien faire son plan financier. Ensuite, je crois que par rapport au bien en lui-même, ça doit être un coup de cœur, une envie. Est-ce que j'ai envie de vivre dans ce quartier-là, d'acheter cette maison-là? Est-ce que je le sens? Il ne faut pas oublier qu'un achat se fait sur 20, 25 ans. Donc on est quand même parti pour du long terme. Donc il faut vraiment avoir cette réflexion et cet état d'esprit à long terme. Mais le principal au départ, c'est vraiment le plan financier, pour ne pas faire d'erreur dans ces calculs. Et là, il y a forcément un rapport charge-revenu qu'il faut respecter. Tout à fait. Qui est de? Les banques considèrent qu'en rapport charge-revenu, on peut jusqu'à 40%. Donc prenez les revenus mensuels. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, oui, tout à fait. C'est énorme. Avant, on partait sur 33%, donc un tiers des revenus, mais on tenait compte de tous les revenus annuels. Donc on tenait compte des primes, des pécules et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils tiennent compte uniquement de revenus mensuels et on va jusqu'à 40%. C'est beaucoup. Je vais vous dire, en France ou dans certains pays, c'est même faible. Il y a des gens qui payent 60-70% de leur salaire. Oui, mais tout dépend du salaire, forcément. Bien sûr, oui, non, mais même dans des bas revenus, il y a des gens qui s'endettent énormément pour un bien immobilier. Parfois sur plusieurs générations aussi, dans certains pays, enfin, c'est culturel aussi, mais la Suisse notamment a des systèmes la Hollande aussi, qui sont très différents de ceux qu'on connaît chez nous. Différents types de vente aussi se présentent aux candidats acquéreurs. Alors généralement, on pense à la vente de gré à gré, mais pas seulement. Voilà, tout à fait. Il y a plein d'autres types de ventes. Donc il y a les ventes publiques, volontaires, les ventes publiques forcées. Donc ce ne sont pas des ventes à négliger. Parfois, on peut faire de bonnes affaires, là. On peut faire de très bonnes affaires, oui, mais là, il faut être aussi sûr de son coût, parce qu'une vente publique est définitive. On ne sait pas faire marche arrière, on ne sait pas signer un compromis, on ne sait pas mettre de clause suspensive. Oui. Donc la clause suspensive, ça, on peut peut-être revenir là-dessus. Je voulais vous poser la question, voilà, mais c'est important de savoir que quand on achète de gré à gré, on peut dans le compromis mettre une clause qui dit, voilà, la vente ne se fait pas si on n'a pas le crédit. En l'occurrence, sur une vente publique, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Donc, il faut être sûr de son coût. Il faut vraiment être sûr de son coût. Ouais. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'acheter en viager. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'en parle dans mon livre parce que c'est une réflexion aussi à avoir. Il y a des gens qui n'ont malheureusement pas l'accès à la propriété parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un prêt hypothécaire pour un bien. Le viager, finalement, c'est une personne qui vous vend un bien avec un bouquet. Et on est propriétaire du bien. Hein. On est propriétaire du bien. C'est juste les modalités de paiement qui changent. Tout à fait. Disons que la banque, c'est le vendeur, donc c'est la personne qui vous a vendu en viager. On n'achète forcément pas de bien sans passer par la case crédit. On dit toujours qu'il faut une somme. C'est vrai qu'en son temps, on a vu parfois des organismes de crédit prêter à 100%, parfois même à 120% pour prêter aussi ce qu'on appelle les frais de notaire. Ça ne se fait quasiment plus. Ça devient très difficile. Effectivement, les banques limitent de plus en plus. Ils ont une notion de risque aujourd'hui, donc où ils ne veulent
pas prendre de risques. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il limite à 80 voire 100% de la somme. Il y a des solutions qui existent encore chez les courtiers où on peut encore trouver des solutions de prêt total à 125%, mais ça devient excessivement difficile. Un mot peut-être aussi sur la copropriété quand on achète un appartement et non pas une maison complète. C'est souvent le cas en ville. Il faut savoir quand même qu'on n'achète pas seul, on achète à plusieurs, quasiment quand on achète en copropriété, et que derrière il y aura aussi des contraintes qu'on néglige peut-être trop au moment de l'achat. Voilà, je crois qu'il faut bien se renseigner quand on achète en copropriété, donc c'est un appartement dans la plupart des cas, mais il y a un acte de base qui stipule dans cet acte qui est responsable de quoi, qui fait quoi, est-ce qu'il y a des possibilités d'un commerce ou rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a des frais fixes. Donc tout ça, il faut bien se renseigner avant l'achat. Et l'état des comptes aussi de la copropriété, et l'état des comptes également, oui. Ça, c'est vraiment le rôle du notaire au moment de la signature du compromis et de l'acte, de remettre tous ces documents au futur acquéreur. Et c'est très important de bien les lire parce qu'on a vu parfois des cas où, effectivement, vous achetez et 6 mois après, il faut refaire les ascenseurs, ce genre de choses. Et donc, il y a de nouveau des frais très importants, même s'ils sont divisés entre les différents locataires. Il faut quand même, il y a des quotités. Il faut quand même vraiment savoir avant dans quoi on met les pieds. Au moment de l'achat, il y a le fameux instant T où il faut prendre la décision, où on est face au vendeur, il faut se décider. C'est là qu'interviennent les offres ou les options d'achat. C'est pas la même chose. On peut faire la différence? Alors, une offre d'achat, c'est l'acheteur qui s'engage à acheter un bien. Donc là, il fait une offre. Généralement, moi je conseille toujours de la déterminer dans le temps, parce qu'en fait, ça permet au vendeur de jouer la clause de surenchère et d'en parler à d'autres gens. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait. L'option, par contre, c'est le vendeur qui vous donne l'option d'achat, d'acheter le bien à un certain prix. Et là, vous pouvez encore à tout moment vous retirer. Oui, mais c'est rare ça. Généralement, c'est beaucoup plus rare. C'est plus dans l'autre sens. C'est souvent dans l'autre sens. Oui. Tout à Et fait. il y a aussi moyen de faire un petit document le jour où on visite, où on se met de commun accord, d'accord. Alors, c'est le cas de le si dire, vous faites ce document-là, ça vaut compromis. Donc la vente est conclue. Plus personne ne peut faire marche arrière, sauf si les deux sont d'accord, évidemment. Mais donc, dès qu'il y a un document signé par les deux parties, ça vaut compromis. Donc, si vous faites une offre d'achat d'un bien à un vendeur et que le vendeur la contre-signe, ça vaut compromis. Alors, généralement, les notaires font un compromis derrière pour entériner. Pour entériner, mais très vite, parce qu'on avait promis aux téléspectateurs d'en parler. La clause suspensive de prêt, très importante. Oui, très importante. Alors, la clause suspensive, c'est quoi? C'est une clause qui dit que vous achetez le bien, mais sous réserve, donc sous condition suspendatoire, qu'en cas de refus de prêt hypothécaire, vous pouvez annuler la vente et donc vous retirer de celle-ci. Et récupérer la compte. Et récupérer la compte si c'est prévu, parce qu'il y a certains compromis où on marque qu'en cas de refus de prêt hypothécaire, il peut y avoir une indemnité ou autre. Voilà. Donc généralement, on évite de le mettre. Parce que c'est vrai que sinon les gens ne signent pas d'achat sans accord. Et inversement, si l'acquéreur est d'accord de ne pas mettre de clause suspensive, pour le vendeur aussi, c'est une certitude de vendre son bien et de ne pas se retrouver 2-3 mois plus tard avec un prêt refusé. Mais généralement, les clauses suspensives sont déterminées dans le temps. Hein, donc on ne met pas des clauses de 3 mois. La clause suspensive est prévue pour 2-3 semaines. Il faut compter un petit mois en général. Okay. Mais merci beaucoup Laurent Degraff pour toutes ces informations. Devenir propriétaire en Belgique, comment faire, aux éditions La Boîte à Pandore. Je vais vous demander de dédicacer votre ouvrage que nous allons offrir à l'un de nos téléspectateurs qui peut s'inscrire via l'adresse faf@rtl.be. Et puis très rapidement, je vous rappelle également que Clés sur Porte tous les samedis sur RTL TV à 18h25 vous donne plein d'informations, plein d'astuces et plein de conseils pour aménager votre home sweet home. À très bientôt sur RTL TVI pour un nouvel entretien en face à face. Merci Laurent, à bientôt. Merci beaucoup.